à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir à cette neuvième session Covid long. Donc, je vais laisser la place aux membres de la communauté pour faire connaissance avec les autres membres qui sont connectés. Je vois Monsieur Jean-Paul Nzimba qui a sa caméra ouverte. Donc, il va ouvrir son micro et se présenter à la communauté. Bonjour, Monsieur Jean-Paul. Bonjour, c'est Jean-Paul Nsimba depuis la République démocratique du Congo. Je Oui. suis expert santé communautaire au programme national de Mhm. lutte contre l'Mpox et fièvres hémorragiques virales. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence. On va apprendre de vous. Merci beaucoup. Jean-Martial Ndende, ça fait un moment qu'on est arrivé. Tu peux ouvrir ta caméra. Jean-Martial, bonjour. Oui, bonjour, je suis Jean-Martial Temde, je suis actuellement à Brazzaville, mais en route pour le Cameroun, Oh, dans d'accord. CNNJ. Merci. Ok, merci beaucoup. Ça fait un moment, hein? Un peu très occupé, pas d'autres occupations. D'accord. Toujours au service de la population. Oui, mais Merci dans beaucoup. d'autres contextes, oui. Merci. Dans un autre contexte. D'accord. Merci beaucoup pour ta présence. De, de rien. Nana Manzonzo. Nana Manzonzo. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si possible et saluer la communauté, vous présenter à la communauté. Nana, si vous êtes avec nous. D'accord. Donc, je vais donner la parole à Dr. Tarima. Taïd de se présenter. En attendant que... Bonjour à tous, c'est Tarima Sedachim, je viens de Comores, des îles Comores. Je suis technicien de laboratoire et actuellement je suis chargée du suivi des conférences et des conventions au ministère de la promotion du genre. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. docteur. Monsieur Guillaume Agoussi, lui, il a le prix Nobel hein, des participants fidèles. Ouais, bonsoir, Guillaume Dr. Agoussi, Patrick. bonsoir. Ouais, Comment vous bonsoir. allez? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ouais, comme on dit encore, c'est la session, donc j'ai décidé de Hein? suivre. Voilà, Merci ici. beaucoup. Merci. On vous décerne le titre de Merci, champion merci, participant fidèle. merci beaucoup, merci, merci. Merci de votre présence. Joseph Ilanga Wanda. Bonjour, Oui, docteur. bonjour, bonjour. Allez-y, présentez-vous à la communauté. Ok, je suis docteur Ilanga Joseph. Je suis le coordonnateur des urgences et actions humanitaires de la province de Maïndombe dans la République démocratique du Congo. Et Merci en beaucoup. matière de... Mhm. Ok. Allez-y, allez-y. Je suis le président de, de la prise en charge Mpox par D'accord. rapport à SGI, Mhm. SG Mpox. D'accord. Merci beaucoup de votre présence et on dit merci au professeur Ali Boulaboula qui a trimballé tout ce monde aujourd'hui à cette session. Merci beaucoup à la RDC d'être représentée majoritairement cet après-midi. Ok. Songan, Songan Emmanuel Tété, Emmanuel Songan, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Emmanuel Songan a des soucis? Donc, je regarde, je crois qu'il doit... Ok. Ok, d'accord, c'est bien compris. Donc, il peut se présenter dans le chat. Koulibaly Meeda, bonjour. Koulibaly, présentez-vous, ouvrez votre micro.
Koulibaly Meyeda. Oui. Docteur, Souvré. bonsoir. Il y a longtemps, hein? Bonsoir. Oui, oui, je suis là. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu merci. D'accord. Présentez-vous à la communauté. Bonsoir la communauté. Alors, je suis Koulibaly Meida. Je suis infirmier, je suis le facilitateur du F de Souré. Merci Merci. beaucoup. J'espère que vous allez Merci. reprendre les sessions, hein? Oui, 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 oui. Bon, D'accord. comme notre leader là est maintenant à Abidjan, Mhm. on attend notre leader pour relancer. D'accord. Voilà. Dieu fera. Merci Ok. beaucoup. Merci. Henri Michel Hello. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro et vous présenter à la communauté? Bonjour, bonjour à tous. Je Bonjour. suis Monsieur Elo Henri Michel, infirmier au centre de santé des armées de Yamsoufou. Guillaume Sokro. Eh bien, D'accord. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de votre présence. Madame Nana ou Monsieur Nana, mon zonzo, je ne sais pas s'il il est prêt à se présenter. D'accord. Donc, nous allons poursuivre. On espère que les autres membres de la communauté vont nous rejoindre. Donc, présenter quelques membres de la communauté que vous connaissez déjà. Donc, Docteur V, qui va se présenter, elle fera office de championne tout à l'heure. Bonjour, Ok, merci, Docteur V. docteur Kwasi. Merci à toute la communauté. Je suis docteur V. Tano Anik, je suis membre du Super Hub et je suis contente d'habiter à cette 9e session COVID long. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, Docteur V. Monsieur Konaté. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Bienvenue à cette session. Je suis Moussa Konaté, IT Disciple INSP. Bonne session à tous. Merci beaucoup, Ulrich. Bonjour à tous, je suis Ulrich Koulibaly, chargé de projet du Super Hub de GNSP. Bienvenue à cette session. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole à l'expert du jour, le professeur Kraoufoué, de se présenter à la communauté. Professeur, bonjour, professeur. Très bien. Bonjour tous, tout le monde. Merci, docteur Kwasi, de me donner la parole pour cette présentation. Je suis professeur Kraoufoué. Je suis chef de service des maladies infectieuses au CHU de Boaké. Par ailleurs, vice-doyen chargé de la recherche à l'UFR Centre médical de Boaké. Et je suis le directeur scientifique de cette formation. Bonne session à tous. Merci beaucoup. On peut envoyer des signaux à notre cher maître, professeur, voilà, qui est toujours là à toutes les sessions. Aujourd'hui, c'est lui qui sera l'expert de cette session. Donc, après la présentation, nous allons rapidement passer en revue l'agenda. Donc, si vous pouvez me positionner l'agenda, s'il vous plaît. Donc, c'est le même contenu comme d'habitude. Aujourd'hui, nous aurons un cas clinique donc, qui sera présenté par Dr. V. Et ensuite, suivi de questions de clarification, de recommandations. Après cela, nous aurons la présentation didactique de l'expert sur le thème du jour, suivi d'échanges. Et nous allons terminer aux environs de 14 heures par le sondage, par la clôture et le sondage. Donc, on a environ 1 heure de temps à passer ensemble. Je vais rappeler les consignes que vous savez déjà. C'est de fermer le micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsque on vous demande de vous présenter, il faut activer votre micro, vous donnez votre nom, le nom de votre organisation et le lieu de travail. Et lorsque vous avez la parole pour éviter les interférences, c'est de mettre votre téléphone portable en mode silencieux. Et il faut chercher un endroit où vous avez un bon débit pour vous connecter, pour éviter que vous soyez déconnecté par moment. Donc, pour vous poser des questions, il faut lever la main physiquement.
en utilisant les fonctions de levée de la main, hein, de l'application Zoom. Nous sommes à une session écho et tout ce dont nous devons parler doit respecter la confidentialité. Donc, ne pas divulguer d'informations de santé protégées ou d'informations personnellement identifiables. Pour les problèmes de Zoom, échanger avec le IT dans le chat, comme l'a fait tout à l'heure, je crois c'est monsieur, il y a un participant qui l'a fait tout à l'heure. Donc, présentez-vous, on vous invite à vous présenter dans le chat, voilà. Et puis, à la fin de la séance, toute la documentation sera disponible dans iEco. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur iEco, après la formation, faites l'effort de vous inscrire, comme ça vous allez avoir accès à toute la documentation. Donc, cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Donc, c'est une formation où il y a deux types de certificats qui seront délivrés, un certificat de participation à la session et puis un certificat pour la formation, à la fin de la formation, pour tous ceux qui vont faire au moins 7 sessions, puisque nous avons au total 20 sessions à faire. Donc, on vous invite à remplir un court sondage, hein. Tout à l'heure, on va vous donner le lien qui est valable pendant 2 jours. Ensuite, juste vous dire que dans le cadre de ce projet, nous allons utiliser les données qui concernent surtout la participation, les commentaires dans le chat, votre retour des sondages. Voilà, vos données personnelles restent confidentielles. Voilà, donc ces données sont utilisées pour faire des enquêtes, pour faire des rapports et pour faire l'évaluation, puisque nous sommes dans le cadre d'un projet. Donc, voici rappeler les consignes. Et donc, nous sommes à notre 9e session. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est un programme qui se tient les jeudis, hein, chaque 3 semaines, les jeudis de 13 h à 14 h. L'objectif, c'est de vraiment familiariser les professionnels de la santé de l'Afrique francophone au concept du COVID long. Vous savez qu'on a dépassé la phase aiguë de la pandémie COVID-19, mais il y a des patients qui ont gardé des séquelles et pour lesquels il est important que nous soyons formés, hein, à ce concept du COVID long, aux symptômes, à la prise en charge, pour ne pas laisser filer nos patients, hein, dans le système, afin que nous puissions leur réserver une prise en charge adéquate. Surtout que la problématique, elle est très complexe dans sa prise en charge, qui est très lourde et très coûteuse. Donc, c'est donc l'objectif de ce programme qui a commencé depuis février et qui va prendre fin en décembre 2025. Donc, le thème du jour, c'est les troubles cognitifs, hein, au cours du COVID long. Et donc, sans plus tarder, nous allons donc présenter un cas clinique. Donc, c'est le cas d'une patiente, voilà, venant de la Côte d'Ivoire, qui sera présentée par Dr V, qui va faire office de championne du jour. Donc, il va nous lire rapidement le cas. Dr V, tu as la parole. Si on peut zoomer un peu. Mettez ça sous forme de diaporama, voilà. C'est bon, ça va? C'est bon. Merci beaucoup. Donc, le cas clinique que nous allons soumettre à votre appréciation, c'est le cas clinique de Madame X, 52 ans, enseignante, qui a consulté le 18 mars 2022 pour fatigue chronique et troubles de la mémoire. Dans ses antécédents médicaux, on note un diabète de type 2 suivi et traité depuis 2019 et une COVID-19 en juillet 2021. Au niveau de l'histoire de la maladie, après la phase aiguë de la maladie, Madame X n'a pas retrouvé son état de santé antérieur. Si l'infatigue persistait,
de nouveaux symptômes insidieux ont progressivement émergé, affectant gravement ses capacités intellectuelles. Sur le plan cognitif, les plaintes étaient multiples et altéraient significativement son quotidien et son travail. Elle rapportait une difficulté majeure à se concentrer sur des tâches simples comme la lecture d'un livre ou la correction de copies, tâches qu'elle effectuait auparavant avec aisance. Oubliait fréquemment ce qu'elle venait de dire, perdait le fil de ses idées en pleine conversation ou lors de ses cours. Madame X signala également des épisodes de difficulté à trouver les mots, se sentant souvent incapable de nommer les objets courants ou d'exprimer clairement ses pensées. Des situations comme suivre une discussion rapide en classe ou gérer plusieurs élèves simultanément devenaient accablantes. Ces troubles cognitifs étaient fluctuants, s'aggravant en période de fatigue ou de stress et après des efforts intellectuels soutenus. En parallèle, Madame X souffrait toujours d'une fatigue chronique invalidante, de céphalées quotidiennes non soulagées par les antalgiques habituels et de troubles du sommeil. L'impact de ces symptômes sur sa carrière et sa vie sociale a engendré une anxiété, une frustration importante, l'amenant à se sentir isolée et moins performante. En examen physique de Madame X était sans particularité en dehors d'une obésité modérée, poids 85 kg, taille 1,65 m, une IMC à 30,68 kg par millimètre. Les hypothèses diagnostiques évoquées: COVID long, une dépression, une hypothyroïdie et une maladie d'Alzheimer. Bilan réalisé. Bilan standard, il y a eu une numération commune sanguine, une urémine, créatinémie, une glycémie et un ionogramme sanguin. Au niveau de la thyroïde, on a réalisé une TSH, un T3 et un T4. Et au niveau de la tête, on a réalisé un scanner cérébral. Résultat du bilan. Au niveau de la numération commune sanguine, on a un taux d'hémoglobine à 10 grammes par décilitre, un VGM à 85 et un TCMH à 29. La CCMH à 32. On a eu une anémie normochrome normocytaire. Au niveau de l'urée, on a 0,30 grammes par litre, la créatinémie 12 grammes par litre et la glycémie 1,27 grammes par litre. Ionogramme sanguin sans particularité. TSH 2,5. La T4 1 nanogramme par décilitre et la T3 2,8 pictogrammes par millilitre. Le scanner cérébral s'est révélé normal. Au niveau de la conduite à tenir, il y a une consultation en psychiatrie, une consultation en diabétologie et endocrinologie dans le service de médecine interne et une consultation de neurologie. L'évolution, la patiente a été une perdue de vue. Elle a été perdue dans la nature. Merci. Je vais ainsi présenter le cas clinique de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. V. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux à Dr. V pour ce cas qui vient d'être présenté? Merci beaucoup. Donc, je vais résumer de façon synthétique, poser le problème de cette patiente de 52 ans qui est enseignante et qui a consulté pour une fatigue chronique et des troubles de la mémoire avec dans un tableau de diabétique de type 2 qui est suivi traité et qui a fait un COVID en 2021. Donc, face à ce tableau, l'hypothèse diagnostique, 4 hypothèses diagnostiques ont été posées: COVID long, dépression, l'hypothyroïdie, l'Alzheimer. Voilà. Donc, voilà. Et les consignes, la conduite à tenir, c'est qu'il a été recommandé
une consultation en psychiatrie, une consultation chez le diabétologue, l'endocrinologue et une consultation en neurologie. Malheureusement, cette patiente est perdue de vue. Et donc, ce cas est présenté, voilà, ensemble pour que nous puissions voir comment hein, faire améliorer, comment assurer la prise en charge de cette patiente, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette patiente hein, qui présente ce tableau depuis 2022. Nous sommes en 2025 et qui a une fatigue chronique et des troubles de mémoire, étant donné qu'elle est enseignante, donc cette pathologie qui impacte sur ses activités quotidiennes et professionnelles. Donc, chers membres de la communauté, voici le cas qui est présenté. Et donc, on va passer aux échanges. Nous sommes là pour apprendre des uns des autres. Nous ne sommes pas là pour faire des critiques. Donc, nous sommes là pour améliorer les pratiques et poser des questions de clarification pour comprendre. Et ensuite, formuler des recommandations pour améliorer la prise en charge pour le bien-être de nos patients. Donc, pour le moment, nous allons commencer par les questions de clarification. Voilà, pour mieux comprendre le cas. Et puis après, nous allons revenir aux recommandations. Donc, pour le moment, c'est juste des questions de clarification. Avez-vous des questions de clarification à poser? Docteur Tarima Saïd, c'est cette patiente qui a été présentée. Avez-vous des questions de clarification? Merci de m'avoir donné la parole. Moi, ma question, c'est pourquoi on n'a pas demandé des analyses de sérologie, les sérologies. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé HLO ou bien le CRP pour voir comment la malade a pu avoir de la température très élevée. D'accord. Donc, docteur Tarima voulait savoir si la CRP a été réalisée. Et HLO Voilà. aussi. Et l'HLO aussi. Voilà. Est-ce que ça a été réalisé? Donc, je vais me tourner vers le professeur. Oui, en fait, il n'y avait pas de fièvre, donc il n'y avait pas de... pardon, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, professeur, on vous entend. Voilà, il n'y avait pas de fièvre, donc on n'avait pas D'accord. réalisé un bilan infectieux en tant que tel, parce qu'il n'y avait pas de fièvre. D'accord. Donc, OK. Quoi qu'elle était à 37, docteur Tarima, sûrement, n'avait pas bien vu, elle était à 37,4, je crois, degrés. D'accord. Donc, autre question de clarification, docteur Joseph Ilanga. Ouvrez votre... Oui, merci. Merci beaucoup pour la parole. Je vais poser une petite question par rapport à est-ce qu'on avait fait l'électroencéphalogramme de EEG? D'accord. Donc, professeur, est-ce que l'ESG a été fait? Non, ce n'était pas disponible chez nous, donc on n'a pas fait l'EEG. D'accord. OK. Autre question de clarification? Docteur Admataki? Votre micro? Waouh, votre connexion n'est pas stable, on ne vous entend pas. Essayez de vous déplacer juste un peu. La connexion, on ne vous entend pas. Essayez de trouver le bon endroit pour la connexion. D'accord. Ou dans le cache. D'accord. Ou bien voilà, écris la question dans le chat. Professeur Onyen, est-ce que vous avez suivi les cas? Professeur Onyen, votre micro? D'accord, le temps que les autres puissent ouvrir. Professeur Ali Boulaboula, avez-vous des questions de clarification à poser sur ce cas? Non, docteur, le cas a été bien présenté et bien rédigé.
Je pense que c'est clair. C'est clair. D'accord. Nous attendons l'enseignement du professeur Kra et peut-être que ça va nous ouvrir des questions pour comprendre mieux. D'accord. Ok, donc, chez cette patiente qui a été présentée, professeur Onyen Anouataki, je vais voir si elle a posé sa question dans le chat. On n'entend pas. Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour, professeur. Oui, vraiment, je prends le train en marche. Actuellement, je suis à l'enregistrement à l'aéroport. D'accord. Donc, j'essaie de participer à la réunion. Je salue tout le monde. D'accord, professeur. Ok. Voilà, je suis en liaison Donc, avec vous. d'accord. Donc, c'est une enseignante, hein, professeur. C'est pour ça qu'on vous a demandé une enseignante de 52 ans, hein, diabétique de type 2 suivi traité, qui traîne une fatigue chronique, hein, avec des troubles de mémoire. Voilà. Oui, Donc, face à ce tableau, voilà, quelle conduite à ok. tenir pour cette patiente-là, qui est enseignante, qui se perd dans ses idées, qui oublie. Voilà. Est-ce que vous n'avez D'accord. pas des questions de clarification à poser en attendant? Et puis après, Oui, oui. voilà. D'accord. D'accord. Merci pour le résumé. Je suis le reste de la rencontre. D'accord. En tout cas, je salue tout le monde, hein. OK. Merci. Merci, professeur. Donc, Merci. Merci. docteur Renes, avez-vous une question de clarification à poser? Enes Amsini, avez-vous une question de clarification pour mieux En fait, comprendre cette patiente? oui, le dossier était bien présenté. Je ne sais pas, peut-être c'était ma manière de réfléchir parce que j'étais en train de réfléchir, c'est sur le diagnostic. C'est ça? Parce que déjà, parlant du diabète sucré de type 2, bien qu'on a précisé que la patiente était traitée et suivie, dans le diabète de type 2, il y a aussi des troubles cognitifs. Ma préoccupation, c'était de savoir comment on a orienté, on a pu penser au COVID long, pendant que même les autres examens qui pouvaient un peu exclure d'autres probabilités n'ont pas été faits. D'accord. Oui. Donc, professeur, c'est une question, une réflexion qui est lancée. Ouais. Donc, tout à l'heure, on pourra faire des recommandations pour voir ce qu'il y a à faire devant une telle situation, un tel cas qui se présenterait à nous. Docteur Anne-Montakis, on peut vous avoir? Ah bon, docteur Anne-Montaki, la dame est perdue de vue. Elle n'est plus revenue en consultation. On lui avait recommandé la consultation chez un psychiatre. Malheureusement, en neurologie, en diabétologie, bon, malheureusement, la patiente est perdue de vue. Donc, voilà un tableau. C'est une intellectuelle, hein, voilà, mais qui fait face à des symptômes chroniques et qui perturbent ses activités professionnelles. Donc, comprenez dans quel état se trouve cette patiente. Non, docteur Anne-Montaki, pardon, essaie de te mettre. On veut apprendre, hein? On veut apprendre de toi. Donc, essaie de voir si tu pourras prendre la parole tout à l'heure. Donc, professeur, il n'y a plus de questions de clarification des membres de la communauté. Je vais me tourner vers vous. Est-ce que, professeur, vous-même, vous avez des questions de clarification, hein, à poser sur ce cas-là? Non, je pense que, bon, c'est d'abord, je attire l'attention de tout le monde que c'est un dossier qui a été résumé pour une publication scientifique. Et malheureusement, on a été donc confronté à plusieurs éléments. D'abord, le dosage des biomarqueurs pour le diagnostic, pour éliminer formellement le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est une question de coût finalement. Et le coût, ça coûte très cher chez nous ici. Ensuite, bon, l'hypothyroïdie a été formellement écartée
avec le bilan qui était normal. La dépression, les scores des psychiatres ne nous ont pas rapporté les résultats, de même que les neurologues pour l'exploration au niveau donc, des autres signes neurologiques. Alors, et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, on n'a pas évalué, donc, bon, pour nous, c'était les neurologues qui devaient évaluer la maladie avec le score de MOCA qui n'a pas été fait aussi. Donc, je pense que ce sont ces difficultés-là qui étaient liées donc à ce dossier de traitement. Donc, le coût des biomarqueurs et puis d'autres éléments. D'accord. Et donc, voilà ce cas qui est posé. Est-ce qu'on va passer aux recommandations? Donc, c'est le lieu de faire une recommandation pour cette patiente qui malheureusement est perdue de vue. Donc, je pense que le professeur, vous devez avoir les contacts de cette patiente. Donc, oui, on va trouver avec les internistes. On va trouver. Voilà. Donc, on va passer aux recommandations. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez face à cette patiente? Quelle action vous auriez posée en plus de ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce que vous auriez ajouté en plus? Docteur Tarima, docteur Ilanga? Pour moi, je dirais, comme j'avais posé la question, avant de prescrire les analyses sérologiques, surtout le CRP, parce que est-ce on se souvient de l'heure qu'elle a pris sa température? On ne sait pas si elle avait pris un calmant avant de prendre sa température. C'est cela que je demandais qu'il fallait quand même prescrire des analyses sérologiques pour ne pas aller à D'accord. côté. D'accord, ok. Donc, faire des analyses sérologiques. Quel Quelle type? sérologie? Quelle sérologie? J'ai parlé de ASLO, anticorps D'accord. streptologine O, et aussi CRP. D'accord. Pour voir. Ok. D'accord. Pour mieux pousser la réflexion. D'accord, c'est bien noté. Docteur Ilanga? Oui, par rapport à ça, je crois l'ami a dit, si c'était moi, c'est important aussi de faire électroencéphalogramme et si possible de doser aussi la sérotonine. D'accord. Parce qu'il y a notion de perturbation de sommeil, des troubles de sommeil. Si on peut doser aussi la sérotonine, ça peut contribuer. D'accord. Ok. N'oublions pas, tout ça, c'est coûteux. Et donc, on prend note pour améliorer les pratiques, mais les patients font face à tout cela. C'est ça aussi, cette problématique de Covid. Donc, oui, docteur V, Merci une beaucoup, docteur Kwasi. recommandation. J'étais en train de me poser la question, étant donné que souvent, au niveau des femmes qui ont le VIH, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même doser faire le test de VIH? Parce qu'on sait qu'il y a souvent des problèmes de démence ou bien qu'on appelle de démence ou bien même d'autres pathologies du VIH qui peuvent entraîner aussi des problèmes au niveau cognitif. Et dans un second temps, je me posais la question de savoir, c'est vraiment important, vraiment un suivi psychiatrique et psychologique de la patiente. C'est ça. Parce qu'elle est vraiment en souffrance, elle a besoin vraiment d'un suivi de longue durée, au cas où on la retrouvait. Merci. Merci beaucoup. Docteur Anne-Mantaki, tu peux... Donc, il y a aussi des recommandations dans le chat. Docteur Anne-Mantaki, si tu peux écrire ta recommandation dans le chat face à ce tableau. Voilà, je pense que c'est au vu de tout ça que cette patiente finalement n'est plus revenue à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on attend vraiment ton avis. Si tu peux l'écrire dans le chat.
Il y a une autre personne qui a demandé qu'on puisse faire un contrôle de sa glycémie, surtout l'hémoglobine glyquée. Glyqué, oui. Voilà, puisque c'est une patiente qui est quand même obèse, elle est diabétique de type 2, donc surveiller tout ça et ça se rassurer que ces troubles ne sont pas dus à un déséquilibre glycémique. Voilà, vu aussi sa profession. Donc tout ça, c'est vraiment un tableau très complexe. Oui, docteur V. Merci beaucoup, docteur Poissy. Je pense que cette dame aussi a besoin d'un suivi. Elle doit avoir une consultation chez un nutritionniste pour la prise en charge de son poids. Parce que c'est une patiente obèse. Donc, vraiment, il faut voir ce volet-là, qui aussi n'aide D'accord. pas aussi amélioré pour améliorer vraiment sa qualité de vie. Merci. Ouais, d'accord. Donc, une prise en charge vraiment pluridisciplinaire, nécessitant beaucoup d'examens à réaliser, d'où la problématique de la prise en charge de ces patients souffrant de COVID long. Voilà, donc on espère que nos décideurs vont jeter un regard sur ces types de patients pour voir dans quelle mesure contribuer à aider, hein, à la réalisation de tous ces bilans-là qui sont vraiment lourds. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez encore des recommandations à formuler avant que je me tourne vers l'expert, le professeur lui-même? Voilà. Professeur, est-ce que vous avez une recommandation à ajouter sur tout ce qui a été dit? Oui, si les autres, merci beaucoup. Je veux dire que, en fait, cette prise en charge-là, elle est vraiment multidisciplinaire et on aurait pu également enfin, le référer à la médecine adaptative, à la médecine du travail Mhm, aussi. c'est ça. Mais tout ça, c'est le coût, en fait, le coût de tous, le coût de tous ces explorations. Et surtout, comme c'est pas au même C'est ça. endroit, voilà, sur la psychiatrie se trouve dans nos quartiers, et la conséquence, c'est que le malade a été perdu de vue. Donc, Mhm, ma grande majeure, est-ce que c'est mieux donc peut-être qu'il y ait un centre dédié mhm, au Covid long où tous les médecins intervenant dans cette pathologie, les neurologues, les psychiatres ou bien les psychologues, il n'y a pas les nutritionnistes, euh, euh, mhm, même les cardio, en fait, tout le monde est au même endroit pour que mhm, les malades ne se perdent pas dans la nature. Et puis mhm, ensuite, si l'État peut, n'est-ce pas, comme dans les autres euh, programmes, essayer donc de prendre en charge les explorations majeures pour ne pas que ça pèse trop sur la poche de nos mhm, patients. mhm. Voilà. Je pense que c'est D'accord. ce qu'elles ont dit. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, professeur. Voici un autre cas. Après avoir rencontré un cas, le cas du Mali, où en ce Mhm. moment, tout est en train d'être fait pour que cette patiente, le séquençage de cette patiente soit fait en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on espère que, on pourra, hein, revoir le professeur pour son calot, pour avoir la Oui. suite, hein, par rapport à cette patiente. Donc, professeur Kra, nous également, on espère que vous allez retrouver cette patiente. C'est une enseignante, voilà, Oui, qui rencontre, on va faire l'effort. Mhm. voilà, pour qu'on puisse avoir la suite, C'est hein, une de belle cette parole. Mhm. patiente et la confier au psychiatre. Docteur Anmantaki, on a fini, je sais pas si tu as écrit, voilà, ok. Donc, docteur Anmantaki demande qu'on puisse évaluer l'importance des troubles cognitifs, Oui, hein, le score de sur, Moka. voilà, Mhm. sur le MMS, hein, Mini Mental State, ou Il y a le aussi MO, voilà, le score de Moka voilà. aussi. Ou bien le MOCA aussi, c'est ce qu'elle a dit, qui sont accessibles même au nom. Ok, d'accord. Donc, professeur, on a les regards tournés vers vous pour que vous puissiez retrouver cette patiente et Merci, que on va faire l'effort. d'accord. Merci beaucoup, professeur. Et donc, est-ce que on peut ovationner, hein, l'équipe qui a présenté ce cas très intéressant?
envoyons des signaux. Merci. Merci au professeur Kra, merci à Dr V qui a présenté le cas. Merci. Autoproclamé. Voilà, autoproclamé. Merci à tous les intervenants pour toutes vos questions qui ont enrichi les échanges. Et donc après cette partie, nous allons donc passer à la partie éducative et donc donner environ 10 minutes à l'expert du jour pour nous faire sa présentation didactique. Donc les IT, euh, s'il vous plaît, vous pouvez positionner la présentation du professeur. Le dernier, hein. Attendez, Oui, le dernier. oui. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc, professeur, vous avez toute la place. Ok, merci, docteur Kwasi, de me donner la parole pour mon intervention sur les manifestations neurologiques du COVID long. Mais ici, nous allons atteler à parler surtout des trucs cognitifs et de quelques éléments. Diapo. Alors, donc ici, je tenais à ce que la définition soit toujours claire du COVID long, que c'est le fait qu'il y a la persistance des symptômes au-delà de 3 mois après donc l'infection aiguë par le SARS-CoV-2 et que parmi ces symptômes, les manifestations neurologiques sont fréquemment rapportées. Diapo. Alors ici, je tenais à ce qu'on retienne donc ces principales manifestations neurologiques et comprendre les mécanismes qui sont à la base de ces symptômes et surtout identifier les méthodes diagnostiques et les options thérapeutiques. Diapo. Alors, je disais que les manifestations neurologiques du COVID long sont variées et il y a des signes communs et aussi des signes plus spécifiques. Et ces manifestations couvrent la fonction cognitive, les fonctions motrices et les fonctions également sensorielles. D'accord. Alors, vous voyez que ici, on a à gauche, on a la phase aiguë et bien sûr, à droite, on a la phase du COVID long. Donc, vous voyez que les symptômes comme la fatigue, comme l'anosmie, comme la guésie et les céphalées sont constamment donc rapportés. Diapo. Alors, le premier symptôme parmi ces signes neurologiques, c'est les troubles cognitifs qu'on qualifie donc de brouillard cérébral. En effet, ce brouillard cérébral se traduit par des difficultés à se concentrer, ce qu'on a retrouvé donc chez notre patiente, l'oubli fréquent, la même chose, un ralentissement de la pensée et une confusion. D'accord. Alors, ces troubles, le brouillard donc, cognitif va affecter les tâches quotidiennes. Voyez-vous, cette enseignante-là n'arrive plus même à lire ni à corriger, n'est-ce pas, et ses copies. Donc, ça affecte donc son travail et ça affecte aussi sa mémoire à court terme. Et bon, et donc, ces troubles-là peuvent aussi affecter la capacité d'apprentissage, ce qui est très invalidant pour un enseignant. Un enseignant, c'est un élève, n'est-ce pas, professionnel, de toujours apprendre. Donc, quand ses capacités d'apprentissage sont réduites, ça crée donc quelques soucis. D'accord? Alors, les causes suspectées, hein, supposées, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'à la phase d'hypothèse, pour ces signes, les causes, c'est l'inflammation chronique, c'est l'atteinte des neurones par donc de ces cytokines pro-inflammatoires et le dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce sont les 3 hypothèses qui permettent donc d'expliquer ces troubles cognitifs. Le deuxième signe dont on va parler, c'est la fatigue neurologique. Cette fatigue est sévère et persistante, souvent décrite comme invalidante. Elle est associée donc à une sensation de lourdeur mentale et physique,
souvent non corrélés donc, aux efforts. Je veux dire que en cas de petit effort, on peut avoir une grosse fatigue et cette fatigue peut survenir 2 jours même après l'effort. Donc, les malades ne comprennent pas. Quand il fait quelque chose, il est trop fatigué. Je n'ai rien fait et je suis fatigué. Donc, ça peut inquiéter quelqu'un. Diapo, j'ai oublié, c'est pas moi qui défile. Alors, pour l'hypothèse de cette fatigue neurologique, c'est le dysfonctionnement mitochondrial, l'inflammation prolongée et le déséquilibre autonomique. Donc, voici pourquoi, pour explorer, pour explorer donc cette fatigue chronique, on a besoin d'examens spécifiques qui ne sont pas disponibles chez nous ici, tels que le TEP scan. Alors, pour la céphalée, ces signes sont aussi fréquents au cours donc, du COVID long et se caractérisent par leur persistance et aussi le fait que les traitements anti-antalgiques ne sont pas efficaces. Le type de cette céphalée est soit comme une migraine, soit aussi comme les céphalées observées au cours de l'hypertension artérielle, qui sont les céphalées type occipitale. Diapo. Alors, les causes évoquées, hein, c'est l'hypoxie cérébrale, l'inflammation vasculaire et surtout l'activation des récepteurs de la douleur. Diapo. Alors, ici, j'essaie donc de résumer les principaux mécanismes physiopathologiques qui sont à la base de toutes ces manifestations neurologiques. Il s'agit donc de la neuroinflammation, ça veut dire qu'au cours de cette maladie, il y a un déluge donc, cytokinique, donc, ce qui pourrait donc expliquer donc, cette inflammation chronique et les manifestations qui vont avec. Ensuite, il y a l'atteinte directe du virus. Le virus donc, va agresser également aussi les cellules nerveuses. Donc, ça veut dire que le virus ne fait pas que aller dans les poumons, il va aussi dans divers organes et donc va causer donc divers dégâts en fonction de leur localisation. Ensuite, il y a le dysfonctionnement mitochondrial dont on parlait tout à l'heure, le dysfonctionnement vasculaire et microvasculaire, et surtout une dysrégulation immunitaire. En effet, il y a donc des anticorps auto-humains qui sont donc sécrétés en présence donc de ce virus et qui font qu'on peut avoir donc des manifestations auto-immunes avec atteinte des tissus nerveux. Diapo. Alors, pour la démarche diagnostique de ces manifestations, il faut dire que l'histoire de la maladie et l'examen clinique doit être bien détaillé. Donc, la ramène va recueillir donc l'histoire des symptômes, y compris le début, leur fréquence et leur intensité des traitements reçus, ce qui a manqué dans notre observation. On n'a pas pu préciser les débuts et les traitements reçus. L'examen de neurologie permet aussi d'évaluer donc les déficits moteurs, sensoriels et cognitifs. Bon, on a référé à la neurologie, mais on n'a pas reçu le retour de ces examens, parce qu'en général, quelqu'un demandait l'EEG, et en général, chez nous ici, l'EEG se trouve en neurologie. Donc, s'ils reçoivent le malade, ils font tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, et nous communiquer les résultats. Diapo. Aussi, donc, dans ce cas ici, il n'y a plus l'imagerie cérébrale, notamment l'IRM, qui va non seulement éliminer d'autres lésions comme des lésions, des ischémies ou des troubles microvasculaires, aussi des lésions inflammatoires, mais surtout le TEP scanner, qui n'est pas disponible chez nous ici, mais qui permet de mettre en évidence l'hypométabolisme, qui explique donc ces signes de fatigue et ces signes de brouillard cérébral. L'électromyogramme également est demandé dans les manifestations périphériques, de même que les tests neuropsychologiques,
pour évaluer les troubles cognitifs, notamment le test, le score MOCA, qui est également utilisé aussi bien d'autres pathologies comme l'Alzheimer et autres. Ensuite, il y a l'épreuve fonctionnelle autonomique, telle que le TIL-test pour la tachycardie orthostatique posturale. Alors, ces examens, ces examens-là, voilà, ici, voici quelques images, je ne suis pas radiologue, mais quelques images donc, pour l'IRM au niveau dans cette maladie. Il va mettre les lésions inflammatoires, ischémiques ou microvasculaires. Diapo. Ici, c'est le TEP scan qui montre les zones rouges, bon, les zones bleues, vertes, c'est les zones où il y a l'hypométabolisme. Donc, on y va. Diapo. Ici, c'est le test MOCA. Diapo. Ce test MOCA, je vais présenter un peu là-dessus. Ça non seulement évalue donc le niveau cognitif, mais aussi à plusieurs étapes. Vous voyez ici, il y a la visualisation spatiale, où on va demander aux patients d'alterner les chiffres et les lettres en partant de 1 à A, par exemple, A, 2, 2, B, B, ce sera 3, 3, ce sera C, ensuite C, 4, 4, D, D, 5 et 5 E. Bon, donc, il y a des points qu'on va donner en ce moment-là. On va demander aussi de reproduire donc, ce cube-là. Et ici, dans ce cadre, on va demander de nous dessiner donc l'horloge, n'est-ce pas, avec, on va demander de nous préciser, par exemple, de mettre l'aiguille à 11, 10 ou autre chose. On va demander de nommer donc ces trois animaux. Ensuite, on va tester la mémoire, l'attention, le langage, l'abstraction, le rappel, l'orientation, avec vraiment des tests qui sont déjà, des éléments qui sont déjà désignés que le médecin peut faire assez facilement. À la fin, il y a un score qui est donc, c'est sur 30. Mais chez les enfants de moins de 12 ans, on ajoute un point au résultat trouvé. Et lorsque la MOCA est inférieure à 26, on pense qu'il y a, n'est-ce pas, une baisse, qu'il y a des troubles cognitifs. Diapo. Alors, pour la prise en charge, il faut qu'on retienne une chose, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc, c'est bien sûr l'affaire des choses, l'affaire des infectiologues, mais c'est surtout l'affaire des neurologues, des rééducateurs, des psychothérapeutes et surtout des internistes pour une approche vraiment globale. Aussi, ici, on peut aussi avoir affaire à d'autres spécialités, à la médecine du travail, et que ici, chez nous à Boaké, on n'a pas encore de médecine du travail disponible, mais nous formons beaucoup. Nous sommes en train de former 2 spécialistes de médecine du travail, et que dans 2 ans seront donc agrégés. Oui, diapo. Alors, pour le traitement, pour la médication, c'est toujours symptomatique. Il y a différents symptômes, à savoir la céphalie donc va être traitée avec des analgésiques. La fatigue et les trucs cognitifs, c'est surtout une réhabilitation cognitive et bien sûr en proposant des exercices qui sont adaptés. Les traitements de neuropathie sont donc habituels avec soit des antiépileptiques ou des antidépresseurs. Et les troubles dystomiques avec également des mesures physiques telles que la contention, le bas de contention, l'augmentation des sels dans le régime alimentaire et surtout une médication à base de bêta-bloquants. D'accord. L'élément essentiel également, c'est la rééducation et le soutien psychologique. Donc, cette rééducation cognitive et physique, il y a des programmes spécialisés
de réhabilitation ou de restauration des capacités perdues. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent à ce niveau, ça, en fonction des symptômes. Quelquefois, on donne des orthophonistes aussi, j'ai oublié de le dire, de l'autre côté. Ensuite, il y a le soutien psychologique, donc par des thérapeutes cliniciens, des psychologues cliniciens, et dire, pour qu'ils ne soient pas disponibles. Donc, nous, on utilise, n'est-ce pas, les psychiatres ici à Boaké pour ce soutien psychologique. Diapo. Ah, d'accord. J'espère qu'il n'est pas chronométré. Donc, en conclusion, je dirais que les manifestations neurologiques du COVID long sont complexes, n'est-ce pas? Et peuvent vraiment avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Donc, en notre sens, une prise en charge pluridisciplinaire est essentielle pour améliorer le pronostic et le bien-être de ces patients-là qui sont donc affectés par ce COVID long. J'espère que je resté dans le temps. Oui, Sur professeur. ce, je vous dis merci et je suis prêt pour répondre à vos questions si j'en ai la capacité. Merci. Je vous remercie. D'accord. Merci, professeur. Envoyons des signaux. Envoyons des signaux. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation qui a éclairé nos connaissances par rapport au cas qui a été présenté. Donc, c'est le moment de pouvoir poser des questions. Il y a Dr Touré qui a la main levée. Touré Saïd. D'accord, c'était pour applaudir. OK, donc voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, questions de compréhension ou des commentaires à faire? C'est le moment. Nous avons encore quelques minutes. Voilà. Donc, vous avez la parole. Professeur Ali Boulaboula, si vous êtes Merci. là, on peut avoir un mot de vous? Merci, madame. J'ai déjà demandé la parole. Je remercie le professeur Kra pour la clarté avec laquelle il nous a développé les troubles cognitifs. Et ceci montre à suffisance la complexité pour diagnostiquer ce genre de cas. Et quand j'ai entendu et j'ai suivi les interventions et les questions des uns et des autres, j'avais envie de répondre en disant qu'en médecine, on dit une maladie n'exclut pas une autre. On peut avoir le VIH tout en étant diabétique, mais on contracte aussi l'impox, comme c'est l'actualité. Au fait, la, euh, la fatigue, selon les statistiques et selon les études, elle va jusqu'à, selon certaines statistiques, jusqu'à 32% des cas chez certains malades et les troubles cognitifs jusqu'à 22% selon certaines statistiques. Et on parle même d'un quart de malades qui souffrent de COVID long qui présentent ce brouillard cérébral. Ah, Alors, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le professeur l'a rappelé, au fait, nous avons la fatigue qui est chronique, nous avons ces troubles et surtout les antécédents de la personne qu'elle a contracté la COVID-19. Et dans la COVID-19, les conséquences que nous avons de COVID long, c'est souvent les femmes, donc les femmes beaucoup plus, les personnes obèses, et nous avons vu dans le déroulé du tableau clinique de cette dame qu'elle est obèse. Donc, le sexe, l'obésité, avoir attrapé la COVID-19, ces éléments peuvent déjà nous orienter vers la possibilité de développer
euh, les problèmes de Covid longue. Nous l'avons vu aussi, pas mal de tests n'ont pas été demandés, ou si ils étaient demandés, on n'a pas pu le faire à cause de leur coût. Pas seulement le coût, mais ça peut ne pas exister ou pratiquer dans la région où se trouve la personne malade. Donc, voyons plus l'histoire de la maladie, les définitions des cas tels que l'OMS le fait. On peut penser à la COVID longue à partir de cela, sans perdre beaucoup de temps. Et aussi, il faut avoir de la patience pour savoir diagnostiquer ces cas, parce que ce sont des personnes qui nous reviennent plusieurs fois, qui ont déjà vu pas mal de médecins sans solution. C'est déjà un signe d'appel pour penser à la COVID longue si une personne a contracté la COVID-19. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ce résumé synthétique, hein, de cette problématique de ce tableau. Est-ce que vous avez encore des questions à poser, des commentaires? Je crois que Dr. Anne-Montaki, elle se tient disponible pour pouvoir contribuer à la prise en charge psychiatrique de cette patiente, je crois. Donc, professeur, si jamais vous retrouvez cette patiente, donc on va vous mettre en contact avec Dr. Anne-Montaki, hein, pour la prise en charge de cette patiente-là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Donc, je crois qu'on tire vers la fin de notre session. Nous allons envoyer des signaux pour remercier tous les intervenants à cette session. Au professeur Kraoufoué qui est disponible, le professeur Ali Boulaboula qui nous a rejoint, le docteur Anne Montaki, toutes ces personnes, le professeur Ogné, hein, Barthélémy, tous ces experts-là font partie du pool d'experts, hein, qui interviennent couramment dans ce programme de COVID long. Merci à vous, chers membres de la communauté, pour votre participation, hein, pour le partage d'expériences. Voilà. Et donc, on sommes à la fin de notre séance. Donc, nous aurons la prochaine session et ce sera le 26 juin. Voilà, cette fois-ci, on va parler de la protection du vaccin contre la COVID-19 et les séquelles post-COVID. Donc, on va aller un peu au niveau de la vaccination avec le professeur Thiembré. Donc, ça sera le 26 juin. On va vous envoyer les invitations. Donc, on se donne rendez-vous encore le 26 juin pour venir apprendre les uns des autres. Voilà. Et on vous demande de participer au sondage, hein. Le lien est dans le chat. OK. Donc, on a une bonne contribution dans le chat de la part du docteur Anne Montaki. Donc, on va tenir compte. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le lien du feedback dans le chat, s'il vous plaît? D'accord. Donc, chers membres de la communauté, on vient de mettre le lien. Nous avons besoin d'avoir, hein, votre retour, vos suggestions sur les thèmes, parce que dans le formulaire, on vous donne l'opportunité de pouvoir suggérer des thématiques, hein, par rapport peut-être à des cas que vous rencontrez. On vous invite aussi à nous présenter des patients. On veut voir ce qui se passe dans d'autres pays. On a déjà vu des cas du Mali. On veut avoir des cas du Sénégal, le cas de la RDC. On a déjà vu des cas de la RDC. Et tout ça pour nous permettre d'améliorer nos connaissances et de nous rendre capables, hein, face à ces patients que nous allons rencontrer dans nos systèmes de santé, pour ne pas qu'ils soient des perdus de vue. Voilà. Et que nous puissions nous porter en plaidoyer, hein, auprès des décideurs par rapport à la prise en charge de ces patients-là, qui est très coûteuse.
Donc, sans plus tarder, on va se dire au revoir. Merci beaucoup à tous, à tout un chacun. On peut ouvrir les caméras maintenant que la séance est finie. Voilà, s'il vous plaît, ouvrez les caméras. On va se dire au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, Merci, professeur surtout merci Tarima, au professeur Boula pour son sens clinique Joseph et à la Ilanga. La prochaine. RDC est représentée en force. Je Merci, serai Merci au beaucoup professeur. Madagascar, à je ne sais la pas si vous pourrez RDC. suivre. Oui, Merci Merci aux beaucoup. Comores. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'était Ciao. intéressant. Voilà. Ciao. Merci. Ciao, Au c'était revoir. intéressant. À la prochaine. Merci. Merci.